Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le taux de couverture de la forêt accroît le développement des énergies renouvelables. Voilà quelques mesures que la Côte d'Ivoire prend pour préserver le climat. C'est le vice-président de la République qui prend part à cette COP27 en Égypte. Timoko Meïlie Koné appelle à conjuguer les efforts face à la menace. Le budget de l'État pour l'année 2023 est fixé à plus de 11 694 milliards de francs CFA. Depuis hier, les membres du gouvernement se succèdent devant les députés de la Commission des affaires économiques et financières pour défendre leur programme de l'année 2023. Plusieurs ministres ont fait adopter leur budget pour la nouvelle année. La 8e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ouverte ce lundi à Abidjan. Durant 3 jours, une quarantaine d'experts de la question vont évaluer la mise en œuvre de 127 textes réglementaires, 15 projets et programmes communautaires en Côte d'Ivoire. Et puis les Américains étaient appelés aux urnes ce mardi lors d'élections de mi-mandat, un vote crucial pour les 2 dernières années de la présidence de Joe Biden. Les électeurs doivent renouveler la totalité des sièges de la Chambre des représentants et un tiers des sièges du Sénat. Le vice-président de la République est depuis ce lundi à Sharm el-Cheikh en Égypte. Timoko Meïlie Koné a pris part à l'ouverture de la 27e conférence des partis sur le changement climatique, la COP27. Dans l'allocution qu'il a prononcée au nom du chef de l'État, il a rappelé les efforts consentis par son pays pour préserver la planète. Mahama Traoré. COP27, conférence des partis sur le changement climatique, 27e édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, y est représenté par le vice-président Timoko Meïlie Koné. À son arrivée sur les lieux de travaux à Sharm el-Cheikh, l'Ivoirien est accueilli par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Comme d'ordinaire, cette rencontre mondiale s'ouvre par le sommet des chefs d'État et de gouvernement, marqué par une série d'allocutions sur l'urgence climatique. En portant la voix du chef de l'État Alassane Ouattara, le vice-président Timoko Meïlie Koné fait savoir que son pays maintient son engagement pris depuis l'accord de Paris en 2015 à lutter contre le réchauffement de la planète. Mon pays, la Côte d'Ivoire, a décidé de rehausser son ambition climatique à travers ses nouvelles contributions déterminées au niveau national afin d'œuvrer pleinement à la préservation de notre planète. La Côte d'Ivoire entend ainsi réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30,4% d'ici 2030. Ramener et porter le taux de couverture forestière de 10% actuellement à 20% à l'horizon 2030. En outre, elle ambitionne de porter à 45% d'ici 2030 la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique, grâce notamment au gaz naturel, à l'hydroélectricité, au solaire et à la biomasse. Face à l'urgence climatique, Timoko Meïlie Koné appelle les États du monde à conjuguer leurs efforts. La situation géopolitique actuelle du monde menace partout d'ailleurs, les acquis de notre lutte contre le réchauffement climatique. L'urgence énergétique ne doit pas nous détourner des objectifs vitaux de l'accord de Paris sur le climat. C'est le lieu de réitérer l'appel de mon pays en faveur du respect des engagements relatifs au financement de l'adaptation et au soutien à la transition énergétique, en particulier en Afrique. Notre planète suffoque chaque jour un peu plus. Nous devons davantage agir avec célérité afin d'inverser durablement la trajectoire dramatique de son réchauffement. Les travaux de cette COP27 se poursuivront avec plusieurs tables rondes et des panels. Et ici en Côte d'Ivoire, le budget de l'État pour l'année 2023 est fixé à plus de 11 694 milliards, soit une hausse de plus de 1 793 milliards de francs CFA par rapport à l'année dernière. Comment vont s'effectuer les affectations de ce montant dans les différents ministères? Eh bien, depuis hier, les membres du gouvernement se succèdent devant les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. Moussa Konaté.
Examen du budget de l'État 2023. Passage des membres du gouvernement devant la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration et de la diaspora est la première à la tribune. Kandia Camara obtient des députés plus de 117 milliards de francs CFA pour l'exécution de son programme de l'année 2023. Ce budget nous permettra vraiment de mettre en œuvre notre politique telle que cela nous a été recommandé par son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Notre mission, comme tout le monde le sait, c'est justement contribuer à un plus grand rayonnement de notre pays, renforcer les relations bilatérales de la Côte d'Ivoire avec tous les pays du monde et renforcer aussi les relations multilatérales, mais surtout contribuer au développement de la Côte d'Ivoire à travers la mobilisation des investisseurs, donc des ressources financières pour notre plan national de développement. Et cela à travers la diplomatie économique. Pour le secteur éducation-formation, 3 ministres présents devant les députés. Maria Toukone, ministre de l'Éducation et de l'Alphabétisation, sollicite l'adoption du budget de son département ministériel à hauteur de plus de 1200 milliards de francs CFA. Le budget du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, présenté par le ministre Kofi N'Guessan, s'élève à plus de 171 milliards de francs CFA. Quant à celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, défendu par le ministre Adama Diawara, il se chiffre à plus de 290 milliards de francs CFA. Le secteur éducation-formation est heureux de voir son budget voté. Ce que nous retenons, c'est que les représentants du peuple de Côte d'Ivoire ont compris l'intérêt d'avoir un capital humain. Et toutes les réformes qui sont engagées le sont dans l'intérêt des enfants de Côte d'Ivoire, l'avenir de demain. Les députés approuvent également les budgets présentés par les ministres Téné Birahima Ouattara, Sansan Kambili et Vagondo Diomandi. Plus de 400 milliards de francs CFA pour le ministère d'État, ministère de la Défense, 104 milliards de francs CFA pour le ministère de la Justice et 642 milliards de francs CFA pour le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Nous avons essayé d'apporter quelques réponses aux préoccupations qui sont celles des députés. Nous espérons avoir réussi, d'autant plus que tous les 3 budgets ont été adoptés. En matière de défense, de sécurité et de justice, il y a un travail important à faire. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a réussi à créer une sécurité pour les Ivoiriens et tous les habitants de ce pays. Mais bien entendu, il reste encore beaucoup à faire. Et sous la présidence du président Alassane Ouattara, nous nous emploierons à faire en sorte que les Ivoiriens vivent dans la quiétude et dans la paix. Plus de 11 694 milliards de francs CFA. C'est le projet de budget pour l'année 2023, soumis aux parlementaires cette année 2023, contre 9 901 milliards de francs CFA pour 2022, soit une hausse de plus de 1 794 milliards de francs CFA. Le ministre de la Construction veut accompagner les administrations publiques dans leurs projets immobiliers. Bruno Nabagné-Koné leur adresse une correspondance. Côte d'Ivoire Énergie vient de répondre à cet appel. La structure entend construire 600 logements pour ses travailleurs. Lancine Bakayoko. Ce protocole d'accord est relatif à la mise à disposition d'une parcelle de 12 hectares à Aoué pour la réalisation de logements sociaux, économiques et de standing destinés aux travailleurs de Côte d'Ivoire Énergie, l'entreprise publique en charge de la planification de la demande et de l'offre en énergie électrique en Côte d'Ivoire. Je m'engage à tout mettre en œuvre pour que ce partenariat soit un partenariat gagnant-gagnant, un partenariat qui vous permette d'atteindre les objectifs de votre ministère, mais également nous permettre d'atteindre les engagements que nous avons pris auprès donc de nos différents collaborateurs. Ce sont environ 600 logements qui devraient sortir de terre, en parfaite adéquation avec la politique sociale du gouvernement qui vise à créer les conditions pour faciliter l'accès des Ivoiriens au logement. Le ministre Bruno Nabagné-Koné assure de l'entière disponibilité de son département à multiplier ce type d'initiative. Le logement en Côte d'Ivoire, ça devient une priorité. C'est souvent le rêve d'une vie. Quand on l'a acquis, cela permet aux propriétaires d'être plus sereins,
d'être plus efficace dans la mission qui lui est confiée et donc d'être plus productif. Afin de réussir la seconde phase du programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques, plusieurs réformes ont été introduites. Il s'agit notamment de la création de l'Agence nationale de l'habitat et du Fonds de garantie du logement social, de la recapitalisation de la BHCI ou encore de l'institution de taxes parafiscales sur certains matériaux de construction. La 8e revue annuelle des réformes politiques et programmes et projets communautaires de l'UMOA, ouverte ce lundi à Abidjan durant 3 jours. Une quarantaine d'experts de la question vont évaluer la mise en œuvre des 107 textes réglementaires, les 15 projets et programmes communautaires en Côte d'Ivoire. Des détails avec Dangui Dangui. La mise en œuvre des réformes communautaires relatives à la libre circulation des biens et des personnes reste un défi pour la Côte d'Ivoire. Le pays est pourtant crédité d'un taux moyen de mise en œuvre des politiques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine de 82,57%. Les informations révélées par les experts de la question réunis à Abidjan dans le cadre de la 8e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UMOA. Nous allons regarder en particulier ici le domaine de la libre circulation, donc des différentes professions libérales, les médecins, donc les chirurgiens dentistes, les docteurs vétérinaires, mais également d'autres textes donc sur la gouvernance économique. La Côte d'Ivoire travaille pour y remédier, selon le représentant du ministre de l'Économie et des Finances à cette rencontre. D'autant plus que l'intégration sous-régionale entraîne des opportunités économiques, a-t-il ajouté. Quand on prend la Côte d'Ivoire, vous savez que la population ivoirienne, d'après le dernier recensement, nous situe autour de 29 millions d'habitants. Et ce qui signifie que le marché national pour les consommateurs, c'est à peu près 29 millions d'habitants. Mais là-dedans, vous avez une population qui est très jeune, c'est-à-dire une bonne partie de la population qui ne sont pas encore des travailleurs. Donc vous voyez que la population capable d'acheter les produits est encore davantage limitée. Alors qu'en allant dans l'intégration régionale, nous avons accès à l'ensemble, pour ce qui concerne l'UMOA, accès à l'ensemble des 8 pays membres, donc ce qui nous donne près de 200 millions de personnes. Des représentants d'une quarantaine de structures vont évaluer durant 3 jours la mise en œuvre de 127 tests réglementaires, 15 projets et programmes communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en Côte d'Ivoire, pour un montant de plus de 59 milliards de francs CFA. Allons dans le département de Transua. Ayuatieso est un village qui a désormais une école maternelle. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjouani était à l'inauguration. Cette école vient faciliter la scolarisation des enfants de la localité. C'est ce que nous dit Jana Toubé. Ayuatieso, village dans le département de Transua, région du Gontougo, vient de renforcer ses infrastructures éducatives. Une école maternelle nouvellement construite et baptisée Kobena Kwasi Adjouani, du nom du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Il a été inauguré en présence des autorités administratives et élus de la région. Les populations de cette localité se réjouissent de bénéficier également, dans le domaine de l'éducation, d'un collège de proximité dont la première pierre a été posée à la faveur de l'inauguration de l'école maternelle. Ce bel édifice permettra aux enfants de pouvoir avoir un cadre de protection qui soit totalement aux normes. Nous nous félicitons d'avoir ici 3 salles de classe pour accueillir les 3 sections. Nous nous félicitons de ce qu'il y a un espace de jeu interne et un espace de jeu extérieur que constitue la cour qui environne ce bâtiment. C'est une grande joie. Ayuatieso est un village qui a fait de grandes avancées sur la voie du progrès. Les populations, à leur tête les autorités coutumières et les cadres s'en félicitent. Elles ont exprimé leur reconnaissance au Conseil régional du Gontougo pour tous les projets de développement au bénéfice de leur village. Une mention particulière a été adressée au ministre d'État Kobena Kwasi Adjouani, au cadre et fils de la région. Il exhorte Ayuatieso et tout le Gontougo à toujours accorder leur confiance au président de la République, Alassane Ouattara. Je voudrais dire merci à notre donateur et dire merci à mes parents qui ont accepté qu'effectivement mon nom y figure, en vous disant de toujours continuer de soutenir le président de la République, d'être reconnaissant
comme vous l'avez fait tout à l'heure, le nom de Alassane Ouattara rime avec le développement. L'inauguration de l'école maternelle d'Ahuiti-Yesso et la pose de la première pierre de son collège de proximité ont constitué deux moments forts de la fête d'Ignam dans cette partie du royaume Bron. Une fête marquant le début de la nouvelle année chez ce peuple de même nom. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a effectué une visite inopinée dans 4 familles vulnérables à Port-Boué, une action qui a permis de soulager ces ménages en situation de précarité. Ils ont bénéficié de vivres, de non-vivres et de numéraires. La démarche de Miss Belmondo Dogo s'inscrit dans le cadre du concept le dimanche de la solidarité. Jean-Marc Djadji. La caravane du dimanche de la solidarité a encore posé ses valises de façon inopinée dans la commune de Port-Boué. Dans le quartier de Gonzagueville, secteur Terre Rouge, Awa reçoit la ministre Belmondo Dogo. Depuis des années, cette femme vit sans soutien dans la précarité avec ses filles. Après des moments d'échange dans la convivialité, Awa reçoit des vivres et des numéraires. Je remercie Madame la ministre Belmondo Dogo pour sa visite et pour tout ce qu'elle fait pour moi et ma famille. À quelques mètres de là, réside la petite Céla, âgée de 10 ans. Souffrant d'une maladie génitale chronique, ces périodes de galère seront bientôt un lointain souvenir. Vous irez à l'hôpital mère-enfant pour faire une consultation. Nous en parlerons au ministre de la Santé. Donc vous ferez la consultation, la petite sera suivie. Si les médecins attestent qu'elle a besoin d'une opération, elle se fera opérer et elle pourra reprendre l'école. J'ai longtemps souffert avec le point de ma fille. Même pas elle et moi, même quand je passe, les gars se moquent de moi. Aujourd'hui, Dieu me fait grâce vraiment de croiser Madame la ministre. Non loin de là, maman Agnès Dié et sa fille malade reçoivent des vivres, des non-vivres et une prise en charge médicale pour des soins à l'hôpital psychiatrique de Bingéville. Cap sur le quartier d'Adioufou, jouxtant l'aéroport d'Abidjan. Arrivée sur les lieux, la ministre vient porter assistance à un septuagénaire atteint d'une maladie oculaire grave. Il exprime sa gratitude. Je suis très content. Je la remercie beaucoup pour tout ce qu'elle est en train de faire. Au total, l'on enregistre une 50aine de vivres et de non-vivres et plus de 2 millions de francs CFA distribués à ces 4 familles vulnérables en ce énième dimanche de la solidarité. Malgré la précarité, la vulnérabilité des ménages, nous avons été accueillis avec beaucoup de chaleur, beaucoup de mots de bénédiction pour le président de la République, le gouvernement. Et nous repartons, je ne dirais pas satisfaites, parce qu'au-delà de ces 4 familles, nous avons bon nombre de familles qui attendent de recevoir cette visite du ministère. Au total, c'est 20 familles, mais 4 familles que la ministre elle-même a visitées. Et la solidarité se chargera de visiter les 16 autres familles. Cette action de la ministre Belmondo Dogo est un concept initié pour soulager des ménages partout en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la solidarité réparatrice et agissante. Et parlons maintenant de la lutte contre la Covid-19. Voyons ce que disent les chiffres ce soir. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 6 nouveaux cas de Covid-19, 6 guéris et 0 décès. À la date du 8 novembre 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 87 839 cas confirmés, dont 86 993 personnes guéries, 829 décès et 17 cas actifs. Au total, 21 176 962 doses administrées contre la Covid-19. Il sera mis en place des comités locaux du mérite et la nouvelle stratégie de promotion du mérite à l'international. C'est ce que l'on retient de la conférence de presse tenue au siège de la Grande Chancellerie. Ces comités vont permettre de redynamiser et faciliter la détection des Ivoiriens qui se distinguent et les mettre en lumière. Angela Diallo, Mahama Traoré. Redynamiser la Grande Chancellerie de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Pour ce faire, l'institution vient de lancer les comités locaux du mérite et la nouvelle stratégie de la promotion du mérite à l'international. L'objectif de la mise en place des comités locaux du mérite est de mettre en lumière les couches sociales et professionnelles de toute origine, notamment celles à l'intérieur du pays. La nouvelle stratégie de la promotion du mérite à l'international
de la Grande Chancellerie consiste à intensifier la prise en compte des Ivoiriens de la diaspora et des amis de la Côte d'Ivoire. Les comités locaux du mérite seront localisés dans 5 villes du pays. La Grande Chancellerie envisage donc l'installation de 5 comités locaux du mérite dans sa phase pilote dans les villes de Bouaké, Korogo, Odiéné, Mans et Abengrou. Les premières missions de prospection quitteront Abidjan pour les différentes localités que nous avons citées plus haut. La Grande Chancellerie de l'Ordre national est une institution de la République dont la mission consiste à reconnaître et à récompenser le mérite et l'excellence des Ivoiriens et des non-Ivoiriens à travers 2 ordres, l'Ordre national et l'Ordre du mérite ivoirien. Plusieurs organisations non gouvernementales internationales interviennent dans l'humanitaire, la santé, l'environnement, les droits de l'homme et la protection des enfants. Depuis des années, ces ONG, via leurs actions, accompagnent aussi le pays dans le développement. Une rencontre organisée au ministère des Affaires étrangères pour renforcer la coopération. Lorgoretti, Sidonie Davila. Une centaine d'organisations non gouvernementales internationales interviennent en Côte d'Ivoire, notamment dans l'humanitaire, la santé, les droits de l'homme et la protection des enfants. Ces ONG étrangères, par leur contribution au bien-être des populations ivoiriennes, accompagnent aussi le développement du pays depuis des années. Pour renforcer la coopération entre les ONG internationales et l'État de Côte d'Ivoire, le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora organise un atelier sur la contribution des ONG internationales au développement de la Côte d'Ivoire. Nous, en tant qu'organisation internationale, c'est très important d'avoir l'encadrement des institutions nationales et des leaders nationaux pour qu'on puisse maximiser les ressources et maximiser le retour de tous les investissements qui se font dans le pays. Il est très important de donner le temps pour s'écouter, pour trouver les faiblesses et les forces de cette collaboration. Cette rencontre est l'occasion de définir le rôle de ces organisations internationales, mais aussi de mettre en vue l'apport du gouvernement en termes d'assistance et d'encadrement nécessaires pour renforcer leurs capacités opérationnelles. Il y a les tests qui existent, il y a un cadre réglementaire, il y a également les avantages fiscaux qui sont alloués à ces ONG-là. Donc il est question de revoir tout cela, voir dans quelle mesure on peut soit les améliorer, soit les recadrer. Après tant d'années de collaboration avec les ONG, il était bon que nous arrêtions, que nous marquions une halte pour réfléchir sur ce que nous avons fait, apprécier, mais nous pouvons faire encore peut-être mieux. Et c'est la raison pour laquelle nous devons réfléchir ensemble avec les partenaires que sont les ONG. Cet atelier permet d'orienter conjointement les actions des organisations non gouvernementales internationales et de l'État pour plus d'efficacité. Le ministre délégué Kakou Léon Adom, représentant le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, affirme l'engagement de l'État du Côte d'Ivoire à faire des organisations non gouvernementales internationales des acteurs importants du développement. La plateforme pour l'engagement citoyen s'engage dans la lutte contre la vie chère. Une délégation reçue par le ministère du Commerce. Ses membres ont choisi le dialogue avec la tutelle sur ces questions qui impactent la vie des populations. Michel Mambo. D'un côté, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des petites et moyennes entreprises et le Conseil national de lutte contre la vie chère. De l'autre, la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, une organisation de la société civile. Sur la table des négociations, des questions liées à la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. La PECSI est venue faire des propositions au gouvernement. Une organisation de la société civile a pour projet premier d'aider le gouvernement, de faire des propositions, de faire des interpellations et surtout faire des propositions constructives. Donc nous estimons qu'aujourd'hui, il y a lieu de dire merci au gouvernement pour ce qui a été fait et aussi l'encourager à faire plus. Parce que nos populations attendent beaucoup du gouvernement et je crois que nous, les acteurs de la société civile ivoirienne, il est notre devoir de les sensibiliser. La flambée des prix, un phénomène mondial. Le président de l'APECSI, Ebrin Yaoremi, invite donc la population à se soustraire de toute manifestation de rue et à privilégier la voie du dialogue. La cherté de la vie ne concerne pas la Côte d'Ivoire seule.
C'est un problème mondial. La Côte d'Ivoire, par ailleurs, arrive à bien s'en sortir. Nous disons qu'il y a des efforts à faire, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut appeler nos populations à descendre dans la rue. Créée en juin 2019, la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, la PECCI, regroupe 35 organisations, associations, ONG et autres mouvements de la société civile. Dans l'actualité politique, le RHDP mobilise ses militants. Ils sont appelés à se faire enrôler sur la liste électorale. Le lancement de l'opération s'est tenu ici à Abidjan. Donc voici les détails avec Éric Goury. Mettre à jour le fichier électoral du parti en prenant en compte tous les mouvements sociaux, déplacements, affectations, décès et inscriptions des nouveaux majeurs sur la liste électorale. C'est le but de cette cérémonie de lancement de la révision de la liste électorale du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ce parti entend mettre à jour sa base de données qui lui permettra d'être fiable avant les prochaines échéances électorales. Une cérémonie à laquelle a pris part le président du directoire du RHDP, Gilbert Kafana Koné. L'étape est importante et le secrétaire exécutif du parti en fait une priorité. Pendant 3 semaines, la CEI va déployer dans les lieux de vote 6 900 équipes, dont 4 200 fixes et 2 700 itinérants dans les zones rurales pour le recensement en Côte d'Ivoire. Chaque équipe comprendra 3 agents. Un agent chef de centre, un agent formulaire et un dernier agent kit informatique. Comme vous le savez, l'inscription sur la liste électorale n'est pas une obligation dans notre pays. Nous devons donc nous impliquer dans la sensibilisation pour faire enrôler le maximum de nos électeurs. Prenant la parole, Cissé Bakongo Ibrahim est revenu sur le message du président du parti qui invite les cadres à plus de solidarité envers les militants. C'est pourquoi le secrétariat s'engage à offrir des timbres aux militants qui n'ont pas encore de pièces pour leur permettre d'établir ce document. Le message à la mobilisation est bien perçu par la base. Si nous choisissons des gens capables, à l'image du président Alassane Ouattara, qui fait la paix, qui fait le développement, nous connaissons la paix, nous connaissons la tranquillité, nous connaissons le développement, nous connaissons la création d'emplois. Très bientôt, la commission électorale indépendante va ouvrir la révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire et à l'extérieur du pays. Ils sont 2 délégués pour le département de Mbayakro récemment investis. Ces responsables étaient au contact des militants de Mbayakro au menu de cette tournée dans tout le département. La remobilisation des militants pour la révision de la liste électorale. Léon Brou. Répondant aux consignes des délégués départementaux de Mbayakro, les secrétaires de section et présidents de comité de base du parti à Bonguera formels. Les dispositions sont déjà arrêtées pour l'inscription des militants du RHDP sur la liste électorale. Le travail sera fait aussi. En tout cas, je les encourage aussi à nous aider aussi sur le terrain. Particulièrement sur le déplacement. La sous-préfecture de Bonguera sera acquise à la cause en tout cas du parti RHDP. La révision de la liste électorale, pas le seul mobile de la tournée des délégués départementaux de Mbayakro, la première après l'investiture de ses responsables par le président du RHDP, le président Alassane Ouattara. Aussi évoqué leur feuille de route et l'unité au sein du parti. Si nous avons 10 personnes, 12 personnes dans un comité, il faut que ce soit ceux-là qui soient RHDP dans le comité de base. Et ce sont ces messages-là que nous sommes en train de lancer dans toutes nos sections et faire comprendre à nos secrétaires que c'est maintenant là qu'il faut commencer à travailler sur le terrain. Nous demandons que tout le monde soit ensemble pour le développement. Partout où il y a la paix, partout où il y a l'union, partout où il y a l'entente, il y a le développement. La cohésion sociale et la paix prônée de Bonguera à Kondossou comme à Mbayakro. Partout, rencontres avec religieux, communautés allogènes et autochtones baoulés. 5 jours de porte-à-porte et les directives du parti bien perçues. Un vœu cependant côté dirigeants locaux, le renforcement de leurs capacités pour le triomphe du parti aux prochaines échéances électorales. Doléances reçues 5 sur 5 par les délégués départementaux du RHDP de Mbayakro.
Dans la région de l'Odjibois, le département de Lakota veut plus que jamais tourner les pages sombres du passé. Le maire de la commune initie de ce fait plusieurs actions en vue de rassembler les communautés. À chaque rassemblement de jeunes et de femmes qu'il parraine, Sami Meri prône la paix et la cohésion sociale. Mama Traoré. À Lakota, la mission de renforcement de la cohésion sociale entre les différentes communautés mobilise le maire de la commune sur tous les fronts. Le parrainage de ce tournoi de football, dont la finale a opposé le FC Santos au FC JCC, en est la preuve. Ayant mené au score 2-0, le FC Santos sort victorieux de ce tournoi. Mais pour le maire Sami Meri, seul le rassemblement qu'aura suscité cette compétition est le grand vainqueur. Des jeunes bien éduqués, des jeunes bien encadrés. Je pense que la Côte d'Ivoire de demain restera debout avec cette jeunesse. Je voudrais vous encourager à continuer dans cet élan de solidarité, de fraternité, de paix que prend notre président, son Excellence Alassane Ouattara. Bien avant ce tournoi, Sami Meri a réitéré ce message de paix et de cohésion sociale lors de la cérémonie d'investiture de la présidente de l'Association des femmes vertueuses de la cité-commerce de Lakota. Dans le reste de l'actualité, les Américains étaient appelés aux urnes ce mardi lors d'élections de mi-mandat, un vote crucial pour les 2 dernières années de la présidence Joe Biden. Les électeurs doivent renouveler la totalité des sièges de la Chambre des représentants et un tiers des sièges du Sénat, la totalité de la Chambre des représentants, un tiers du siège du Sénat et toute une série de postes d'élus locaux sont en jeu. Organisés 2 ans après la présidentielle de 2020, ces élections de mi-mandat sont aussi un référendum sur l'occupant de la Maison-Blanche. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'actualité, c'est à 23h. Demain, 20h, retrouvez Marie-Laure Goran. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Dans un village sans chien, ce sont les poules qui mangent les os.